Le matin, tu te lèves, souvent on prévoit un programme le soir, on se dit bon bah là je vais à l'école de telle heure à telle heure et le matin on est obligé de tout annuler. Donc ouais, c'est vrai que c'est carrément la loterie. C'est une loterie mais t'as pas de bon lot. Oui. Du coup on est tous perdants là-dedans. J'aime pas ça. Moi je suis parti d'Orléans, des gens qui étaient atteints de la maladie de Lyme sont venus me voir, des parcours de vie fracassés, et ils m'ont dit on a un problème, c'est-à-dire le législateur ne nous protège pas, c'est-à-dire vous à l'Assemblée nationale, vous ne protégez pas ceux qui sont atteints de la maladie de Lyme. Certains prétendent quand même que seulement 10% de ceux qui se croient malades le sont vraiment. Donc je me dis, c'est pas possible, il faut qu'on leur prouve d'une part qu'on peut aller mieux, d'autre part qu'il y en a beaucoup plus qui ne le croient. Il faut quand même savoir que 55 000 malades ont été déclarés officiellement en 2017. Donc c'est loin d'être une maladie rare ou une maladie orpheline ou je ne sais pas quoi. Malgré des tests qui ne sont pas fiables, malgré beaucoup de choses, il y a énormément de gens malades. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin. Je suis allé rencontrer des malades, je suis allé écouter des conférences. J'ai rencontré le professeur Perron, j'ai rencontré des autorités scientifiques de la gendarmerie. Et j'ai voulu, ici, dans le bar qui était à côté de l'Assemblée nationale, essayer de comprendre, essayer de partir du terrain comme doit le faire le député, pour essayer de faire demain une proposition qui change la vie des gens. C'est très difficile, je crois qu'il faut être très fort. Parce que nous avons, entre autres, par exemple, au téléphone, des malades très fréquemment. Par exemple, j'ai eu récemment une dame au téléphone qui m'a dit, avant d'être malade, j'avais une grande maison, j'avais un mari, j'avais des enfants, j'avais une situation, je gagnais bien ma vie. Et puis, quand j'ai eu mon érythème migrant, petit à petit, j'ai été de plus en plus mal. Et maintenant, mon mari m'a quittée parce que j'étais épouvantable. Il a pris les enfants parce qu'il a prétendu que je ne pouvais pas les garder. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais plus travailler correctement. C'est normal, dans mon entreprise, on en a eu marre de moi. Je vis maintenant dans un appartement exigu avec des chats. Et c'est des crescendo. Et demain, je sens que je vais mourir. Et personne ne fait rien pour moi. Aidez-moi, madame. Les médecins, certains prétendent que ce n'est pas le Lyme. C'est autre chose, mais ce n'est pas la maladie de Lyme. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, j'étais assise, j'étais en chaise. J'ai eu une période avec des béquilles. Quand j'ai parlé à mon médecin de cette maladie, il a osé me dire un jour « Les petites bêtes ne mangent pas les grosses ». Est-ce que c'est une phrase de médecin généraliste? À mon avis, non. Comment trouver des réponses à des milliers de gens qui sont en souffrance et qui se disent « La loi ne me protège pas, le médicament initial chez mon généraliste, il ne me permet pas le test d'être à coup sûr d'être soigné. J'ai bien l'intention que la loi protège les plus faibles. » C'est surprenant de voir quelqu'un en uniforme venir nous parler de la maladie de Lyme. Alors, je crois avoir compris que vous-même vous aviez été piqué avant d'aller dans une mission au Kosovo. Racontez-nous comment la première fois que vous avez été, je dirais, en contact avec la tique et Lyme, ça s'est passé. Je crois que c'était dans le Haut-Doubs. Voilà, c'était dans le Haut-Doubs, dans un jardin et en espace rural. Et j'ai découvert que j'avais une petite excroissance au niveau du nombril que j'ai arraché. J'aurais pu l'arracher avec n'importe quel instrument et j'étais tout content. Sauf que des amis qui habitent la région m'ont dit attention, Gadj, c'est une tique et il y a la maladie de Lyme. Je me suis renseigné, j'ai vu ce que c'était. Comme je partais au Kosovo, à titre préventif, j'ai tout de suite été mis sous antibiotiques avant de partir sur ce théâtre d'opération. En parlant avec toi de la maladie de Lyme, ça commence par quelque chose qui n'est pas ordinaire parce que j'ai voulu te proposer un jus d'orange. Ouais. Et tu m'as dit non, j'ai pas le droit au sucre. Exactement. Donc ça commence comme ça, tout est différent. Oui, un petit peu, ça dépend. On n'a pas le droit au sucre. Et il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas manger ou boire de laitage, d'autres qui disent qu'on peut. Après, je crois qu'il y a l'alcool qui annule l'effet des antibiotiques, donc moi ça ne me concerne pas. Tu buvais en cachette de l'alcool? Non, quand même pas. Non, quand même pas. Alors, en fait, cette histoire, j'ai envie de dire, cette mauvaise histoire, elle commence quand tu vas dans un camp en vacances? Oui, un camp de guide, donc c'est comme les scouts. Avec mes copines, on y va et tout. Et j'ai eu plusieurs piqûres de tiques, c'était dans l'Allier, près de Paray-le-Monial. Tu n'avais pas gagné le concours, pourtant tu en as eu 14, j'en avais qui en avaient 50. Ouais, environ, il y avait plein de filles qui en avaient plein. J'ai eu la mauvaise. Et depuis, c'est plus du tout pareil. Je me retrouve dans une situation où j'avançais plus. Un peu le syndrome de l'écrivain, la page blanche, où j'étais devant mon ordinateur et j'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait plus normalement, où j'avais
Là où il me fallait avant 5 minutes pour faire quelque chose, là il me fallait 2 heures. Et puis j'étais jamais content du résultat. Et puis soudain, le besoin d'aller dormir. C'est-à-dire qu'à 11 heures le matin, je me sentais tellement fatigué que j'allais me cacher dans le parking. Et toi, c'est ça, le gros bosseur, sur le parking de l'entreprise, obligé d'aller faire une petite sieste vite fait sur le J'allais parking de sa dormir bagnole? 20 minutes dans la voiture, parce que je tenais plus. Puis de 20 minutes, ça s'est transformé en 1 heure. Et puis à un moment, comme j'ai une mode de fonctionnement qui me permettait de travailler également chez moi, je rentrais chez moi. Et puis de 1 heure, c'est passé à 4 heures. J'étais tout le temps très fatiguée, je marchais presque plus, j'étais tout le temps dans le canapé à zoner. Et après, ça s'est dégradé encore plus et je me levais plus, je restais tout le temps assise. Tu n'arrivais pas à te lever? Non. Votre mari est médecin, donc on peut se dire la médecine va pour le coup être un peu corporatiste et va essayer d'avoir de la bienveillance, de la compassion. Et on vous dit quoi? On vous dit circuler, il n'y a rien à voir, rentrez chez vous? Ah oui, je suis hospitalisée donc, dans un grand hôpital à Marseille, dans le plus grand service de neurologie. Et on me dit, bah, écoutez, il n'y a rien. Vous ne prenez aucun antibiotique, tant que vous ne prenez vous restez pendant 4 semaines sans aucun traitement et puis après vous revenez nous voir. Maintenant, si vous voulez continuer les antibiotiques, c'est à votre décharge. Moi, j'en étais intimement convaincue, mon époux aussi, donc on n'a pas lâché l'affaire. J'essaye quand même d'être complaisant avec le corps médical parce que c'est quelque chose de normal. Mon mari étant médecin, on ne pouvait pas leur claquer comme ça la porte au nez. Donc, vous allez avoir des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux, ou des troubles bipolaires, ou des troubles du comportement, etc. Et on va vous envoyer en psychothérapie, on va vous donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antipsychotiques, des anti-ceci, des anti-cela, évidemment qui ne font rien du tout, puisqu'il y a toujours une infection et une inflammation. Depuis le 18 septembre 2017, je me suis réveillé et je ne sentais plus mes jambes. Donc déjà un très mauvais départ en soi. Et quelques temps après, la mobilité est revenue, mais avec une très forte faiblesse musculaire. Cette faiblesse qui persista jusqu'à que la maladie atteigne le haut du corps, donc les bras. Et après ça, c'était paralysé. Et tu pensais que c'était la maladie de Lyme ou pas du tout? Ou tu savais pas? Alors au début on ne savait pas, on n'avait aucune piste pour ça. Et on se disait, donc peut-être c'était psychologique comme les médecins le disaient. Parce que tu as été voir un médecin généraliste? D'abord oui. Et il t'a dit quoi le médecin? Le médecin généraliste, le premier jour, il était bien entendu abasourdi. Donc il nous conseille d'appeler une ambulance et d'aller à l'hôpital pour voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Mais à l'hôpital, on a pensé que c'était un manque de phosphore. D'accord. Donc voilà, on n'a pas trouvé le grand rapport. Et après ça, on m'a sorti que c'était peut-être une entorse. Je veux dire, être paralysé des jambes, ne plus les sentir du tout. Et une entorse ou des contractions musculaires, t'as tout de suite compris que c'était pas ça? Voilà, je sais ce que c'est. D'accord. Et après ça s'accélère? Et après ça s'accélère et ça va de mal en mal. Hein. Alors maintenant l'autre bras s'est mis sur l'autre, tu vois, regarde. C'est pas un truc de ouf, mais ça arrête pas depuis tout à l'heure. Et avant ça, il a eu super mal. Il y a des fond de sourcils. Et là, je suis très mal. Faut quand même que je prenne appui parce que sinon je tombe et je me plie tout seul. Et ça, ils ne comprennent pas. Et ils veulent le forcer à marcher. Ils ont voulu me donner un traitement de 1000 mg de corticoïdes sur 5 jours. Et là, j'ai pris peur. J'ai dit, on ne donne pas des corticoïdes comme ça sans aucun... On explique que les corticoïdes, ça permet... Un gros anti-inflammatoire pour calmer la douleur. Mais qui met les défenses à 0. Voilà. Ce qui est délicat quand on a potentiellement une infection. Et je me dis, non, je peux pas faire ça. Je leur ai demandé, mais s'il y a une bactérie quelconque, ah non, vous n'avez rien. D'accord. Et je dis, bah, écoutez, je refuse votre traitement et j'irai voir le professeur Perron. Puisque c'est un des seuls noms qui ressortait sur Internet. Mais je n'avais aucune idée que ce médecin était aussi submergé par le travail. Professeur, pourquoi à chaque fois qu'on parle, nous les parlementaires, de la maladie de Lyme, on nous dit tout de suite
ne faut pas vous en occuper, monsieur le député. C'est des sectes, c'est des charlatans, etc. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, en France, sur quelque chose qui est pourtant palpable, visible, avec des gens qui ont été dans des hôpitaux psychiatriques indûment, avec des gens qui auraient perdu la vue si vous n'avez pas été là, comment, par exemple, moi, le député de la Nation, à chaque fois que j'ouvre une porte de la médecine, d'abord je ne suis pas médecin, donc c'est comme si on ne m'autorisait pas à être le cri de la France. Pourquoi, à chaque fois qu'on en parle, on est à chaque fois, je dirais, rejeté, comme si vous étiez, vous, un farfelu, et d'autres, alors que le problème, il est criant, il est devant nous. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un groupe d'experts aux États-Unis au début de la maladie qui avait décidé que c'était une maladie rare, et on a su après qu'il y avait un énorme problème de corruption. C'était dénoncé en justice, ils ont été condamnés, même s'ils s'en sont sortis par une pirouette juridique. C'était dénoncé même à l'Organisation des Nations Unies. Ces gens gagnaient beaucoup d'argent des compagnies d'assurance pour dire que le Lyme n'existait pas, et ont touché beaucoup d'argent sur les sérologies, les tests diagnostiques pas bons qu'ils ont mis au point, et c'est eux qui ont en plus fait interdire tous les tests concurrents. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure, et ils ont mis sous leur coupe finalement toutes les sociétés savantes dans le monde. Donc je peux le dire très aisément, parce que ça c'est sur la place publique, c'est pas moi qui l'invente, même si maintenant les gens disent non, c'est n'importe quoi, c'est la réalité du problème qui fait que cette maladie n'a pas été traitée comme les autres. Le VIH est sorti à peu près en même temps à la connaissance du public. Le VIH a progressé, c'est-à-dire le virus du sida, à une vitesse phénoménale. On a eu rapidement des tests fiables. Ils n'étaient pas très fiables au début, c'était amélioré tout de suite. Maintenant, on a des traitements qui marchent très bien. Et le Lyme, il n'y a rien eu. Et alors, pourquoi aujourd'hui, quand j'ai été piqué par une tique, ça y est, je crois que je peux avoir la maladie de Lyme, je vais chez mon médecin, d'abord peu formé, et ensuite on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul test, on nous dit c'est le test français, c'est le test ELISA, et d'autres tests dont certains me disent qu'ils sont plus efficaces, notamment le test allemand, le Western Blot, et on nous dit celui-là on n'a pas le droit d'être remboursé. On me dit même qu'il faudrait aller mieux chez son vétérinaire que chez son médecin, parce que le vétérinaire, lui, le test est bon et meilleur que celui qui est donné aux humains. Dans votre question, il y a plusieurs points. D'abord, moi je ne jette pas du tout la pierre aux médecins. Les médecins généralistes ont fait un boulot de dingue, ils doivent tout savoir dans tous les domaines. On leur a appris, d'abord les plus anciens, on en avait à peine entendu parler, les plus jeunes, on en a entendu parler 5 minutes à la fac. On leur a dit c'est une maladie rare, ça guérit très bien, il n'y a aucun souci. Et donc ils ont gardé ça en tête. Et la fameuse tache ronde qu'ils peuvent voir en cocarde qui s'étend autour de la piqûre de tique, ils disent aux gens non, ça c'est pas le Lyme, ça n'existe pas en France, c'est une piqûre d'eczéma, alors que le Lyme est très fréquent en France. Donc, combien de malades en France, professeur? Combien on estime? Officiellement, d'après Santé publique France, il y en a à peu près 50 000 nouveaux cas par an, prouvés par la sérologie actuelle qui n'est pas bonne, donc il y en a beaucoup plus. Et comme une grande partie d'entre eux ne sont pas diagnostiqués ni guéris après 3 semaines d'antibiotiques, vous les retrouvez d'une année sur l'autre, si bien qu'en quelques années, vous avez très vite des centaines de milliers de cas, voire des millions de cas. Ce test a été imposé au monde entier, au départ par un groupe américain, et il a été impossible de développer des tests concurrents, c'était interdit. Un professeur en Norvège a été viré de son université parce qu'il s'obstinait à dire que la maladie de Lyme chronique existait et qu'il voyait persister les Borrelia, la bactérie responsable. On n'a pas le droit de le dire. Et les gens, ils les menacent. Aux États-Unis, il y a des professeurs qui ont commencé à parler de ça il y a 20 ans, ils ont été virés de leur université. Le test en France, professeur, c'est un test français, d'un laboratoire français? Non, c'est des tests de labos internationaux. Les tests sont les mêmes partout dans le monde. Il n'y a pas un test meilleur en Allemagne. La seule différence, c'est qu'en Allemagne, il y a certains laboratoires qui sortent un peu des clous, qui font des tests plus sensibles, sans avoir le label européen. Les tests sont les mêmes dans le monde entier. C'est ces tests mauvais qui ont été imposés à tout le monde. Pourquoi, quand on fait médecine, on est attiré par la maladie de Lyme et on fait une thèse sur la maladie de Lyme? Parce qu'on se rend compte qu'au quotidien, en médecine générale, il y a des patients qui viennent pour des morsures de tiques et que personne ne fait la même chose. Et on dit il y a un problème. Donc vous êtes interne? Oui. Vous étiez interne où? J'étais interne en Corrèze à l'époque, sur la fac de Limoges. Et là, vous voyez qu'à chaque fois que des gens viennent pour la maladie de Lyme, une fois par jour, et finalement, beaucoup de gens 3 viennent. 3 médecins et 3 attitudes différentes. Ça veut dire que là, vous comprenez très vite qu'il n'y a pas de process qui... Je me dis que déjà, il y a un problème parce qu'il y a un patient par jour, c'est énorme. Oui. Et qu'en plus, pour un patient par jour, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc je me dis, il faut, voilà, je suis curieuse, je vais voir ce qui se passe. Et dans cette thèse-là, pas de difficulté pour la rédiger? Non, je me rends compte que je mets le doigt en faisant toute la bibliographie, je me dis, ça n'a pas l'air si simple que ça, et si c'est pas simple en pratique, c'est parce que c'est pas simple dans la littérature. Et je me rends compte qu'il y a un gros problème, et oui, je rencontre des gens intéressants, il n'y a pas de problème pour faire ma thèse. D'accord. Et après, on arrive à la pratique, vous rentrez en clinique?
Alors moi je suis généraliste urgentiste, donc je suis urgentiste à temps plein et le Lyme me rattrape. Au bout de 2-3 ans, on sait que je fais ma thèse, donc on pose des questions sur un patient, 2 patients, 3 patients. Et je savais que ça me rattraperait et du coup j'ai décidé d'ouvrir en plus de mon travail d'urgentiste à temps plein une consultation de médecine générale où je peux recevoir ces patients et appliquer un peu ce que j'ai appris. D'accord. Mais je ne suis pas infectiologue, donc je n'ai pas cette prétention-là. D'accord, mais vous touchez de la réalité, c'est-à-dire déjà en tant qu'urgentiste, vous avez des patients. Oui, aux urgences, j'ai les patients et je sais à quoi ils ressemblent. Et puis le bouche à oreille, en fait, les patients, ils arrivent à moi. Ouais. Vous êtes un peu comme nous les députés, juste des gens qui sont en contact de la moi, réalité de la vie. Moi, je suis une première ligne, clairement. Ouais. Et donc, vous prenez de plein fouet ces gens qui viennent vous voir et qui sont dans le désarroi. Oui. Et alors aujourd'hui, on peut supposer que vous avez été beaucoup aidé par votre hiérarchie, par l'hôpital, tout va bien ? J'ai pas de hiérarchie, je suis libérale, donc j'ai pas de chef, là ça se passe bien. Au niveau de la clinique, il n'y a pas eu de problème. Par contre, au niveau de l'hôpital, j'ai malheureusement eu des très mauvaises relations, à savoir que, avant même que je puisse faire un lien, établir les invités à des réunions que j'organise, j'ai été dénoncée au Conseil de l'Ordre. Et parce que, très clairement, vous êtes en libéral, vous voyez des patients qui viennent, vous essayez de trouver des solutions, et là l'hôpital écrit à l'ordre. Je fais des solutions, je fais de la recherche, je publie, je suis en équipe, je ne suis pas toute seule dans mon coin. Et l'hôpital vous écrit sans vous appeler. Et l'hôpital me semble, et dit vous êtes déviante et dangereuse. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes un docteur déviant et dangereux. Mais pourtant, quand je vous regarde, vous avez l'air vous n'avez pas l'air comme ça, donc déviante et dangereuse. C'est-à-dire que l'hôpital. Et pourquoi ? Comment vous expliquez que l'hôpital, alors qu'ils ne vous ont pas appelé, ils écrivent à l'ordre et ils disent vous êtes dangereuse. Et l'ordre, malheureusement, ils ne l'ont pas fait exprès, mais me présume coupable d'emblée, quoi. C'est un peu une chance de trouver un docteur qui comprenne ce qu'on a pour se soigner ? C'est bien plus qu'une chance. Soit on le trouve, soit on ne le trouve pas. Soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Malheureusement, il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas de chance, qui ne trouvent pas de médecins tout simplement humains. Des médecins qui ne cherchent pas... C'est pas qu'ils ne cherchent pas à soigner, mais par la peur, je pense, d'être dénoncés ou d'avoir des problèmes avec la justice ou avec leurs confrères, la plupart des médecins refusent de soigner les patients qui pensent ou qui disent avoir Lyme, comme les patients qui peuvent en présenter les symptômes. Il y a eu un médecin qui a été très difficile parce qu'elle était sûre que Petroni n'était pas malade et elle lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de jouer, qu'elle arrête de simuler. Donc c'était très violent à entendre pour notre Petroni qui souffrait de tout son corps d'entendre ça. Mais après, je veux dire qu'à l'hôpital, enfin et même partout, les médecins ne savent pas. C'est pas de leur faute. Enfin, c'est pas de leur faute. En tout cas, ils savent pas. Donc voilà, il y a une incompréhension qui est violente parce qu'on voit notre enfant souffrir et on voit qu'en face, les médecins ne savent pas. Et plutôt que de dire je ne sais pas, ils disent si je ne sais pas ce qu'elle a, ça n'existe pas, elle a rien. Et c'est ça qui est violent en fait. Je dirais qu'on coûte beaucoup plus cher à la sécurité sociale en étant mal soigné. Parce qu'on nous envoie chez ce médecin-là, chez ce médecin-là. Moi par exemple, on m'a envoyé chez le rhumatologue. Quand le rhumatologue m'a vu, il m'a dit non, vous êtes comme beaucoup de monde, vous avez un peu d'arthrose, mais c'est tout. Vous n'avez pas, enfin moi je vous constate que vous n'avez rien, vous n'avez pas de problème de rhumatologie. Moi mon médecin, il est obligé d'aller à l'étranger pour faire de la recherche. Quand donc aurons-nous de l'argent pour faire de la recherche en France? Pourquoi n'avons-nous pas d'argent pour faire de la recherche sur la maladie de Lyme? Mais c'est capital, c'est la première des choses. Tout médecin qui constate que certains malades vont mieux devrait demander ça aussi. Il va vraiment être nécessaire d'aller chercher de l'argent, je ne sais pas dans les poches de qui il faut aller fouiller, pour qu'il y ait un minimum de recherche, à la fois sur les traitements, et sur la fiabilité des tests qui visiblement ne sont pas encore au point. Alors je ne veux pas critiquer de manière ouverte les tests qui existent. Est-ce que c'est le test en lui-même ou est-ce que c'est le barème qui permet de définir à quel taux on est malade ou on n'est pas malade? Je ne sais pas encore parce que moi je ne suis pas médecin. Par contre, ce que je vois, c'est que j'habite dans un tout petit village dans le sud des Yvelines qui s'appelle Orphin, un peu de publicité pour Orphin. Il n'y a pas une semaine où j'entends pas quelqu'un qui n'est pas piqué et qui n'a pas un érythème migrant, donc cette espèce de grande tache rouge qu'on peut avoir sur la peau. Et là, je pense qu'il est vraiment urgent que les pouvoirs publics prennent ce sujet à bras-le-corps
Parce que malheureusement, les petits tas de sable, quand on les repousse, ils deviennent des montagnes. Et j'ai peur qu'on se retrouve face à quelque chose de très très gros où il nous faudra beaucoup de temps pour le traiter. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, professeur, sur les tests? C'est dramatique parce que c'est le centre de référence de Strasbourg qui décide si un test est bon ou pas. Leur test qui est mauvais, on le sait, c'est publié. Il y a une analyse de toutes les publications scientifiques du monde qui montrent que c'est pas bon. Et c'est eux qui se permettent de dire un test concurrent qui va peut-être être bon. Non, celui-là n'est pas bon, on le refuse qu'il soit développé ou mis sur le marché. Que ce soit le ministère, que ce soit Santé publique France, que ce soit l'agence du médicament, la NSM, quand ils ont besoin d'un avis pour savoir est-ce que ce test est bon ou pas, ils sont obligés de demander au Centre national de référence de Strasbourg. Donc on est dans une situation de monopole qui pour moi est insupportable, j'ai jamais vu ça dans aucun autre domaine. C'est qu'un seul laboratoire qui travaille sur Borrelia chez l'homme en France quasiment peut décider, en étant juge et partie, quel test est valable. Et donc ça veut dire qu'il faut réouvrir d'autres centres? À mon avis, il faudrait motiver déjà les laboratoires de biologie médicale qui jusqu'à présent ont toujours refusé de travailler sur Borrelia parce qu'on leur a dit quand même que c'était une maladie rare, que ça n'avait aucun intérêt et que ça guérissait tout seul. Et surtout, il faut impliquer les laboratoires de biologie vétérinaire qui pour certains ont une bien meilleure expérience. Il y a des malades qui sont allés faire des tests chez des vétérinaires. Le test ELISA n'était pas fiable, le test reçu chez un vétérinaire était vraiment très élevé, très fort. Il était positif largement. Et quand on sait que certains se font soigner par des médicaments provenant de chez les vétérinaires, on se dit mince, les animaux seraient-ils mieux traités en France que les malades? C'est incroyable ça quand même aussi. La question est la suivante, c'est l'acceptation ou non du débat contradictoire. J'avais suffisamment d'indices, ayant confié moi-même des amis au docteur Lacou et au professeur Perron, des amis dont j'ai vu une forme de guérison spectaculaire sur moins de 2 mois. Il y a assez d'indices probants pour qu'il y ait un débat contradictoire crédible qui puisse être engagé. La représentation nationale ne craint pas le contradictoire. Elle doit pouvoir l'imposer au service et s'assurer que le débat se déroule dans des conditions qui permettent l'expression de toutes les vérités pour aboutir à des conclusions, ne fussent-elles que partielles. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, mon colonel, c'est que l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, et donc un peu de la France, on a nous l'habitude du débat, et que ce débat-là, il ne doit pas être confisqué à une seule voix, parce que pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait au moins 2 interlocuteurs. Absolument. Vous auriez envie de dire quoi à la représentation nationale? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de nous et qu'est-ce que vous attendez de moi pour qu'on puisse faire avancer un peu cette cause qui me paraît ô combien juste, même si je ne suis pas un spécialiste? Alors, vous disiez qu'il y avait des médecins à l'Assemblée nationale, déjà leur dire qu'ils lisent les publications scientifiques, parce qu'il y a la preuve de tout ce que je raconte, tout ce que je dis, c'est établi dans les publications internationales. Et il faut vraiment que l'Assemblée vote un texte pour faire avancer les choses, donner les financements, nommer des centres de référence dans lesquels les malades soient représentés. C'est très important parce que si on nomme des centres de référence qui sont gérés par des médecins anti-Lyme comme aujourd'hui, ça ne fera pas avancer la cause des malades et travailler en réseau pour faire avancer la recherche. Et je sais que les autorités de santé au ministère sont plutôt de bonne volonté pour avancer dans ce sens, et de même que la Haute Autorité de Santé qui a facilité un travail important. Ce que j'aimerais bien dire, soyez humains. C'est très important et c'est très oublié de nos jours. C'est-à-dire, à qui tu parles quand tu dis soyez humain? À tout le monde? Aux médecins, aux députés, au président, à toutes les personnes qui ont le pouvoir plutôt de changer les choses et de réellement instaurer de nouvelles choses. Bonjour Madame Macron, voilà, en tant que femme, en tant que mère, vous savez qu'il n'y a rien de pire pour une mère que de voir souffrir son enfant et d'avoir l'impression que personne ne peut rien pour lui. Donc voilà, c'est vraiment en tant que mère que je vous sollicite et je vous demande que des fonds soient débloqués pour la recherche pour les malades de Lyme et spécialement pour les enfants malades de Lyme. Monsieur le Président, Monsieur Macron, s'il vous plaît, aidez-nous, nous malades, aidez les députés à aller créer des lois pour accompagner les médecins et donner de l'argent, s'il vous plaît, aux laboratoires pour qu'ils aillent faire de la recherche là où il y a un intérêt, non pas économique, mais un intérêt pour les patients. Merci, Monsieur le Président.
Le levier du député, c'est d'abord le député qui, parce qu'il n'a peut-être pas toujours les pouvoirs, mais il a de l'influence. Il y a la diplomatie parlementaire, cette diplomatie qui, au dehors d'un texte de loi, au dehors de l'hémicycle, permet d'être un député enraciné. Et donc moi je veux me servir de l'influence de mes camarades députés, de la mienne, pour pouvoir aller dans le ministère, pour pouvoir dire au président de la République, pour pouvoir dire à Emmanuel Macron, vous le savez monsieur le président, puisque vous-même, quand vous allez au Touquet, vous avez votre voisine qui est impactée, votre voisine qui est soignée par le professeur Perron. Et donc, il faut faire de la maladie de Lyme, président de la République, il faut faire de la maladie de Lyme, monsieur Macron, une cause nationale. Et donc, je vais dire au président de la République, et j'appelle le président de la République à faire de la maladie de Lyme une cause nationale. Moi, quand j'ai compris qu'il y avait des moyens de me soigner et qu'on ne m'avait pas soigné, eh bien, j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé une partie de ma vie. Et ça, ils n'avaient pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de refuser de soigner les gens. On doit absolument... Alors, ils ne refusent peut-être pas, mais ils sont trop fermés. Ils devraient être beaucoup plus à l'écoute des malades. Les malades ont énormément de choses à leur dire.